14h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de présider la 47e réunion du Conseil de ministres. C'était à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cet anniversaire coïncide avec ce Conseil des ministres coïncide avec l'anniversaire du garant de la nation, le président de la République, qui souffle donc sur une bougie de plus. Vous allez suivre le compte rendu de ce Conseil de ministres dans nos prochaines éditions. Toujours à Kolwezi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité hier jeudi l'orphelinat qui porte le nom de maman Denise Nyakeru Tshisekedi ainsi que la route Kolwezi-Solwezi. Je vous propose de suivre ce reportage avec Bob Musungu. Regardez. L'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, dans la périphérie de la ville de Kolwezi, a accueilli le couple présidentiel ce jeudi 12 juin 2025. Aux côtés de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, les jeunes orphelins dans l'allégresse ont salué le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi par des chansons. Nous étions dans la rue. Aujourd'hui, nous rencontrons le premier citoyen du pays, a dit un orphelin dans le mot d'accueil au président de la République. Portant 2 bébés dans ses bras, le président de la République a communié avec les enfants de l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi avant de visiter le confort de leurs installations. Le centre héberge 160 orphelins, dont 98 filles et des garçons, tous scolarisés, ainsi que 8 bébés. Les jeunes écoliers suivent aussi des enseignements complémentaires en coupe et couture et en informatique. L'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi est doté d'une pharmacie, d'une bibliothèque, de la buanderie et ainsi que 2 somptueux dortoirs pour des filles et les garçons. Après l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République a visité la route Kolwezi-Solwezi, une principale artère d'intérêt vital reliant les 2 villes de la RDC et de la Zambie. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics et Madame la gouverneure du Lualaba ont accompagné le chef de l'État dans cette visite. Toujours à Kolwezi, le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration hier jeudi d'un centre professionnel et des bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. On en parle dans ce reportage de Patricia Bassois, Jean Kazadi et Bob Musungu. Poursuivant sa tournée dans la province du Lualaba, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi. Première infrastructure rendue opérationnelle, le centre de formation dénommé la Cité de la Commune. Il s'agit d'un complexe de formation érigé grâce au financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe un institut technique de formation professionnelle, ITFP en sigle, et un centre de formation professionnelle, CFP. L'ITFP propose des filières spécialisées dans les secteurs stratégiques pour le pays, tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Les CFP, quant à lui, offrent de formations dans des métiers d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme et une salle de cinéma, la Cité de la Commune peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation. La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi.
ISP. Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, bâties sur un site de plus de 3300 mètres carrés. Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Vous voyez ce que Maman Fifi, la gouverneure de province, est en train de faire, est vraiment l'illustration et la matérialisation de mon programme, mon vœu le plus ardent. C'est votre pays, vous avez un beau pays, un magnifique pays. Vous voyez d'ailleurs que nos ennemis nous l'envient. Ils font tout pour nous diviser, ils font tout pour nous déstabiliser, nous interrompre dans notre développement, mais ils n'y arriveront pas. Nous avons le devoir de vous encadrer, de vous apporter les moyens nécessaires de l'État pour vous permettre d'évoluer. Parce que le Congo de demain, c'est vous qui allez le diriger. Et vous avez besoin d'être dans de très bonnes conditions et d'être formé dans de bonnes conditions. Toutes ces réalisations sont saluées par la population. Elles s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement de compétences techniques. Grâce à l'appui du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, ces projets témoignent d'un double engagement, garantir un accès équitable à une éducation de qualité et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise. Rentabilité et emplois locaux, mot d'ordre que la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a donné aux installations de Kamoto Copper. C'était lors de sa visite dans ces lieux. Suivez cela dans ce reportage de Chimène Dondo. Engins vrombissants, sable rose et un soleil implacable sur les auteurs de Kamoto Copper Company. La chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, a quitté le salon effectué en marge de la conférence des gouverneurs pour une immersion directe dans l'un des poumons économiques du pays. Propriété à 70% du géant Glencore, aux côtés de la Gécamine 25% et de l'État congolais 5%. Accompagnée de quelques membres de son gouvernement, Judith Suminwa Tuluka a inspecté le mine à ciel ouvert de Cove et Machamba, les concentrateurs de Kamoto et l'usine de Luilou, où naissent les cathondes de cuivre. À chaque étape, explications techniques, réalité du terrain et dialogue avec le responsable qui ont rythmé cette visite stratégique. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du gouvernement Suminwa, si vous vous rappelez. Nous avons, le 12 juin 2024, été investis par l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, c'est un moment de joie de pouvoir me retrouver sur le terrain avec les ministres qui m'accompagnent et de voir de visu le travail qu'on fait et comment ce travail peut apporter un plus à la population. Parce que, comme on l'a dit, le développement rien que de la sous-traitance, les bonnes relations qu'il peut y avoir dans l'entreprise ici parce qu'on a un investisseur qui arrive et qu'on arrive à avoir des bonnes conditions de travail, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il y a des contraintes qu'il faut encore lever pour mieux faire les choses et on va continuer, en tout cas le gouvernement que je dirige, va continuer à travailler pour cela. La présence féminine à KCC est remarquable, dirigée par Chantal Kaninda, présidente du conseil d'administration. Vous êtes pour nous un symbole d'espoir, de courage et de détermination. Aujourd'hui, nous célébrons la femme congolaise qui ose, qui agit, qui transforme et qui construit. Nous célébrons le modèle de leadership que vous incarnez. Un leadership fondé sur l'écoute, la résilience, l'intelligence et la vision. Et surtout, nous célébrons l'héritage que vous laissez aux générations futures. Celui d'un Congo où toutes les filles peuvent rêver grand. À l'issue de sa tournée, la première ministre
a rappelé l'importance de la rentabilité et de l'emploi local. Revenons à Kinshasa. Le président de la Chambre haute, Lukonde Kyenge, a présidé la séance plénière du Sénat. Cette plénière portant régime spécial de sécurité sociale. Janine Kalenga pour le reportage. Au cours de sa séance plénière du 11 juin 2025, sous la conduite de l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le Sénat a examiné et adopté deux projets de loi. Le projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural d'Ngoïka Sanji. L'économie du premier projet de loi a été présentée devant les honorables sénateurs par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a défendu une réforme centrée sur la justice sociale et la performance. Ce projet de loi modifie le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Le ministre Liaou a mis l'accent sur cette réforme visant à instaurer une fonction publique plus équitable, performante et adaptée aux défis contemporains. Il a souligné la nécessité de remplacer l'actuelle notation par une véritable évaluation régulière des compétences et des performances en phase avec une gestion axée sur les résultats. Suivant cette réforme, chaque agent devra se soumettre à une évaluation triennale débouchant sur des décisions en matière de formation continue désormais obligatoire. De son côté, présenté par la commission mixte PAJDH et Environnement, les rapports concernant la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural a été adopté à l'unanimité et renvoyé pour un examen approfondi de 24 heures durable et l'action PAJ. Signalons que la plénière a par ailleurs été saisie par une motion d'information de l'honorable Boussa relative à la situation sécuritaire tendue dans les territoires de Boudjala, dans la province du Sud Ubangi, où deux groupements de villages s'entretuent. Il exige qu'une mission d'enquête puisse être diligentée pour calmer la situation. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a demandé à l'honorable Boussa de s'approcher du bureau afin d'éclaircir la situation. Le député national Nkongolo Kayumbi a adressé une question orale avec débat au directeur général de la Régie des eaux SA. David Chilumba Mutombo a, dans ses réponses, argumenté sur les questions relatives à la desserte en eau potable dans plusieurs provinces de la République. Suivez. Aujourd'hui, c'était une question orale posée par un collègue, l'honorable Nkongolo Tobi, au directeur général de la Régie des eaux pour la situation, la qualité, la distribution de l'eau en République démocratique du Congo et particulièrement dans une des contrées de la République. À mon sens, je félicite le directeur général parce qu'il nous a fait un assez long et bon rapport. Mais quand on va dans le détail, il y a quand même des inquiétudes. On se rend compte que le taux de distribution d'eau n'est pas vraiment fiable par rapport aux provinces. On peut citer la ville-province de Kinshasa où 17 millions d'habitants et avec un périmètre de Régie des eaux également autour de 17 millions d'habitants, mais le périmètre desservi en réalité est de 9 millions d'habitants. Le pourcentage en termes de taux est de 52%. Quand on voit ce chiffre qui est un chiffre un peu acceptable par rapport aux provinces, pour parler de ma propre province, la province du Sud Bangui, avec 2,9 millions d'habitants, avec un taux le périmètre de Régie des eaux, donc la population qui peut être desservie par la Régie des eaux n'est que de 298 000 habitants, alors que le nombre de la population qui est réellement desservie est de 118 000 habitants, avec donc un taux de 40%. Donc ce que je veux dire, on donne des chiffres qui paraissent être acceptables, mais en réalité, la population n'est pas vraiment servie avec de l'eau de la Régie des eaux. Construction et équipement des salles et ateliers de formation de l'INPP Chikapa et Kananga. Un accord de cession de subvention a été signé entre le ministère du Plan et la coordination de l'aide au développement. Georges Jejondibou pour le reportage.
C'est un financement à plus de 500 000 $ américains qui vient en appui à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, accordé par le ministère du Plan à travers la direction du secrétariat des fonds des contreparties pour l'exécution du projet des fournitures et équipements des formations en faveur de 2 succursales de l'INPP Chikapa et Kananga. Un accord de cession-subvention a été signé entre les 2 parties dans le but de coordonner et préparer les conditions et clauses prévues, mais aussi les modalités de suivi et d'évaluation de ce projet. Représenté par son directeur général adjoint, Patrick Kayembe Sompi, qui donne les raisons de ce financement, promet de bien exécuter ce projet. Le projet rentre dans la droite ligne des axes du président sur l'emploi de l'emploi. L'INPP s'est positionné comme un instrument de l'État pour effectivement rendre effectif les ambitions du chef de l'État. Pour le secrétaire général au plan, le financement de ce projet n'aura aucun problème et les résultats finaux seront escomptés pour servir la population de ce coin du pays. Ce que vous avez inscrit dans vos objectifs, que ce soit réellement atteint. Le montant accordé a pour objet de construire et équiper des ateliers et une salle de formation dans les 2 villes forêts en puits d'eau potable dans la ville de Chikapa et organiser des différentes formations. À la centrale électorale nationale indépendante, Joséphine Ngalula, membre de la plénière de la CENI, a participé au café genre organisé au Palais du Peuple par ONU Femmes. J'y reste Tofunje pour le reportage. Autour de cette plateforme d'échange sur les réformes électorales inclusives se sont réunis députés nationaux, sénateurs, représentants d'associations féminines, membres des missions d'observation électorale ainsi que les organisations des personnes vivant avec handicap. Les interventions se sont focalisées sur 3 thématiques clés nourries par des témoignages sur les expériences du cycle électoral précédent. Les échanges ont permis d'identifier des axes de réforme susceptibles de renforcer l'accès des femmes aux fonctions électives. Représentant le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, empêché, Madame Joséphine Ngalula a axé son exposé sur le 4e pilier du plan stratégique opérationnel dédié à l'inclusivité. Elle a insisté sur la nécessité de prendre en compte les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les personnes vivant avec handicap tout au long du processus électoral. De son côté, Madame Catherine Odimba, représentante d'ONU Femmes en RDC, a salué les avancées en matière de gouvernance électorale tout en soulignant que la participation des femmes reste en deçà des attentes. Elle a rappelé que renforcer leur présence en politique revient à bâtir une démocratie fondée sur l'égalité, la justice et la représentativité. Pour sa part, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, représentant le speaker de son institution Vital Kamere, a rappelé l'importance de l'article 14 de la Constitution qui consacre l'égalité entre les sexes et confère à l'État la responsabilité de garantir la mise en œuvre effective de la parité. La session interactive a permis un échange direct entre les intervenants et l'assistance qui a soulevé des préoccupations concrètes. Plusieurs recommandations ont été formulées en faveur d'une amélioration qualitative et quantitative de la participation des femmes et d'autres groupes souvent laissés en rade dans le processus électoral. Et pour favoriser les échanges d'expériences et une bonne pratique entre communautés, une conférence débat a été organisée au Centre d'études pour l'action sociale. C'était hier jeudi 12 juin 2025. Dieu merci Kanta pour le reportage. Savoirs et pratiques ancestraux que détiennent le peuple autochtone qui constituent une richesse inestimable dans la préservation de la biodiversité et à l'équilibre climatiques sont aujourd'hui gravement menacés de disparition. Les détenteurs de ces savoirs sont aujourd'hui sujets à des déplacements forcés dus à l'expansion des activités liées à l'exploitation minière, forestière et touristique. C'est dans ces cadres que African Women Organization Central African Network
en collaboration avec Academia RDC, a organisé ce jeudi 12 juin une conférence nationale axée sur les thèmes révalorisation des savoirs et pratiques traditionnels, levier des résiliences face au changement climatique. Les peuples autochtones, longtemps marginalisés, détiennent les clés fondamentales pour faire face à l'une des plus graves menaces de notre époque, la crise climatique. À travers cette conférence, nous nous fixons plusieurs objectifs: reconnaître et célébrer l'importance des savoirs autochtones dans la gestion durable des ressources naturelles, documenter les signes, les pratiques, les rites et les connaissances liées à la forêt, à la médecine traditionnelle, à l'énergie. L'objectif de cette activité est de promouvoir la connaissance, la valorisation et la conservation de ces savoirs. Dans la résolution des conflits, la femme a un grand rôle à jouer suivant la résolution 1325 des Nations Unies. Pour ce faire, la synergie des femmes pour la paix en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants ont organisé l'atelier de réflexion et l'élaboration du cahier de charges visant à amener la femme autour d'une table pour la paix. Rodépanda. La participation de la femme à la table de toutes les négociations de paix est une exigence juridique et incontournable pour le retour véritable de la paix à RDC. Cette interpellation a été faite au cours de l'atelier de haut niveau de réflexion et d'élaboration du cahier de charges en vue de la participation des femmes aux initiatives et dialogues de paix en cours en RDC. Ces assises de 2 jours, soit du 11 au 12 juin courant, organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec la Synergie des femmes pour la paix RCP, s'inscrivent dans le cadre du premier pilier de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité, qui a comme objectif principal accroître la participation de la femme à toutes les négociations de paix. Quoi de plus normal? Amener la femme autour d'une table pour réfléchir et puis élaborer tout un cahier de charges pour aller maintenant vers tous ceux qui sont chargés à gérer les différentes initiatives de paix en cours pour que la femme puisse faire entendre sa voix. En sa qualité de pionnière dans la lutte et la défense des droits de la femme, la députée nationale Marie-Ange Lukiana Mufankolo a saisi l'occasion pour préciser que la femme est dans les droits des données. Sa plus belle contribution. La femme congolaise, avec tout ce qu'elle a subi, ne peut pas accepter que les gens prennent les armes. Le président de la République, qui est le champion de la masculinité positive, a démontré qu'il n'oublie pas la femme. La femme cherche seulement à donner sa meilleure contribution pour notre pays. C'est un problème existentiel. La synergie de la femme congolaise pour la paix s'est dit disposée à faire entendre sa voix à Washington ou à Doha et partout où l'on parlera de la paix et sécurité au Congo. Toutes les forces vives du Lualaba soutiennent et suivent de près le déroulement de la 2e conférence du gouverneur à Kolwezi. Parmi les mouvements associatifs présents pour la fondation Barnabé Mwakadi. Images et commentaires. Le drapeau et autres insignes distinctifs de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, brandis par ses membres, ont bel et bien été perceptibles dans la ville de Kolwezi au Lualaba pour l'accueil chaleureux réservé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En l'absence du patriarche Barnabé Mwakadi, visionnaire de la FCBM, la Fondation du Haut-Katanga, conduite par Arlette Cage et Berthe Tshisueka, le membre de la FCBM ont tous salué la visite du chef de l'État et ont vanté le prouesse en registre plan diplomatique et les réalisations palpables sur terrain, particulièrement dans ces coins de la République. La Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi s'est préparée pour l'accueil du président, soutient les actions du chef de l'État. Alors nous disons, Monsieur le Président, bienvenue au Lualaba. Cette présence remarquable des membres de la FCBM traduit sans nul doute le soutien du patriarche Barnabé Mwakadi aux efforts du président de la République pour le développement de la RDC. La foi, l'amour et le développement constituent leur credo.
L'inspection provinciale de Kwilu 3, l'inspecteur provincial de Kwilu 3, Roger Mutombo, a doté son administration d'un lot important de kits informatiques. L'objectif est de permettre à ses agents et cadres de travailler dans des meilleures conditions. Franklin et Claire Kalombo pour le reportage. Moderniser les conditions de travail de ses collaborateurs, l'inspecteur principal provincial Kwilu 3, Roger Mutombo Moulenji, en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée à la tête de l'inspection principale provinciale Kwilu 3. Voilà qui justifie la remise ce jour d'un lot important de kits informatiques aux cadres et agents de cette inspection. Cérémonie présidée par Héritier Nkwei Atea Didiofa. Je tiens à féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui veut que tous nos services soient numérisés et informatisés. Nous avons des difficultés pour recueillir des données statistiques. Ainsi, dans les jours qui viennent, nous nous emploierons à faire en sorte que tout ce qui est informatique atteigne aussi nos pools afin que facilement les données puissent nous remonter. Dans son adresse aux bénéficiaires, Héritier Nkwei exige à ces derniers une bonne utilisation. Les heureux bénéficiaires de ces outils informatiques n'ont eu que des mots justes pour exprimer leur sentiment de gratitude. L'ordinateur, c'est bien, c'est très bien. Nous sommes très contents de cet acte ici que l'UPP vient de manifester à travers notre chef de l'État. Nous sommes très contents. Nous allons utiliser ça à des fins entièrement de l'État. Et sans outils informatiques, aujourd'hui, on ne sait pas travailler. Et dans la province du Sud Bangui, les femmes des militaires et policiers ont été formées autour de leur autonomisation. Regardez. À Guémena, dans le Sud-Bangui, les membres de l'association des épouses des policiers pour le développement AEPD en sigle ont été très nombreux à l'aéroport ce samedi 7 juin 2025 pour saluer l'arrivée du nouveau commissaire provincial de la PNC Sud-Bangui. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari est réservé un accueil chaleureux à la présidente provinciale de cette association qui a pillon sur rue, Madame Niclette Safari, la chère épouse du commissaire provincial. À sa descente d'avion, celle-ci a été saluée par la présidente urbaine de l'AEPD, ville de Guémena, Madame Iguette Kaj Kankela, avant d'être plongée dans un bain de foule des membres de cette association. Sur place à l'aéroport, la nouvelle présidente provinciale de l'AEPD Sud-Bangui a remercié les épouses des policiers pour cette première démonstration d'amour et exprimé sa gratitude à la présidente nationale de l'AEPD, Madame Teresa Kapata Meta Alongaboni, qui ne ménage aucun effort pour redynamiser davantage cette grande structure accompagnatrice de la PNC. Il faut signaler que Madame Niclette Safari a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les membres de l'AEPD Sud-Bangui pour soutenir non seulement leurs époux, les policiers, mais également les FARDC et leur commandant suprême afin de rétablir la paix dans la partie est de notre pays en proie aux affres de la guerre nous imposées par le Rwanda et ses supplétifs du M23, RDF, AFC. À l'exemple de Kolwezi, la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, ne cesse de se métamorphoser grâce aux efforts du gouverneur militaire. Regardez. Sous un élan transformationnel, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état des sièges. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunia en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est d'Arabie du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bunia a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mokaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunia. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement, nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé
les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bunia. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipela, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Jour après jour, la ville de Bunia rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bunia, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjoni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi le désir ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bunia un pôle d'attraction au niveau national. Nous allons parler religion avant de nous séparer. Le musée Simon Kimbangu, le mausolée et autres sites de vestiges, c'est tout ce qui fait l'histoire de la vision du prophète Simon Kimbangu. Le professeur Innocent Congo s'y est rendu pour rencontrer le père spirituel Simon Kimbangu Kiangani avec des projets de développement avant de visiter tous ces sites. C'est un reportage de Rodé Panda. Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, cité panoramique, siège du kimbanguisme, ces lieux mythiques de pèlerinage ne cessent de bénéficier de l'admiration aussi bien physique que spirituelle du monde entier. Son histoire narrative, conservée dans le musée et les mausolées, révèle à perpétuité la vision, la réalité et les réalisations du prophète Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste. Les visiteurs et pèlerins à la découverte de cette histoire auprès du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour échanger sur plusieurs projets de développement communautaire. Ils en sortent avec double sentiment. Le professeur Innocent Congo Mabilama est passé par là et témoigne. C'est extraordinaire de connaître quand même un peu l'histoire qui retrace la vie de l'homme qui était Simon Kimbangu. C'est l'homme face à une grande vision. Je n'ai pas voulu rester dans la spéculation, dans le doute, mais j'ai compris que c'est de ce que j'entends, de ce que j'aperçois, j'ai trouvé ma réponse à moi. Sans doute, je vois que l'histoire, elle est réelle, elle est vraie. Ça, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas des musées normaux. C'est dicté à une prophétie. Quand ça a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Tshilombo, c'est là où aujourd'hui nous tous, nous pouvons participer à cette œuvre grandiose. Nkamba, fondement de l'Église des Noirs, confirme aussi son rôle de berceau de l'humanité. L'actualité, c'est aussi les journaux parus ce matin et pour ce faire, notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou nous a fait la sélection des journaux, bien évidemment, de la revue de presse. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 13 juin 2025. Bintou Keïta à Goma, une rencontre est prévue avec l'AFC 1-23, annonce le potentiel.cd. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a entamé une visite de 3 jours à Goma, capitale du Nord Kivu. Cette mission est cruciale, la région étant contrôlée par le groupe armé AFC 1-23. Keïta rencontrera des représentants de l'AFC 1-23 pour discuter des priorités du mandat de la MONUSCO dans la protection des civils. Cette visite souligne l'engagement des Nations Unies envers la sécurité et le bien-être des populations locales dans un contexte de tensions persistantes. Tragédie humanitaire à Kaziba Walungu, 7 enfants, 3 femmes et 2 hommes déplacés de guerre décédés, rapporte le quotidien. 12 personnes déplacées de guerre ont tragiquement perdu la vie, victimes de conditions de vie particulièrement précaires dans la chefferie de Kaziba, située en territoire de Walungu au sud Kivu. Ces décès déplorables illustrent la réalité cruelle des déplacés qui se trouvent à lutter non seulement contre la peur quotidienne des affrontements, mais également contre la famine et l'insuffisance des soins médicaux. RDC, naufrage sur le lac Tumba, déjà 12 corps repêchés, plusieurs disparus, révèle dépêche.cd. Au moins 12 personnes ont péri dans le naufrage d'une embarcation survenue mercredi dernier sur le lac Tumba dans le territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Le drame s'est produit alors qu'un vent violent s'est abattu sur le lac, provoquant le chavirement de l'embarcation, a indiqué jeudi le père Blaise Ngoï, prêtre lazariste en poste à Bikoro. Bandal, braquage manqué d'un bureau de change, titre Le Phare.
Des braqueurs se sont signalés le mercredi 11 juin dans la commune de Mondalungwa, place de change du 8 décembre, quartier Adoula. Vers 20h30, une voiture banalisée est venue s'immobiliser dans le secteur. Un des occupants en est sorti après avoir balayé du regard les coins et recoins. Le voilà qui s'est engouffré dans un bureau de change avec comme précaution fermé la porte. Ce dernier avait brandi son arme et menacé le gérant, et avant qu'il n'ait réussi à tirer des coups de feu, le suspect a été maîtrisé et immédiatement passé à tabac sans ménagement. Ces cris de détresse ont alerté ses comparses qui ont aussitôt démarré en trombe et disparu dans la nature. L'intervention de la police a sauvé le braqueur des mains de la population en colère. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Un journal que nous dédions au chef de l'État, garant de la nation, qui souffle sur une bougie de plus. Nous lui souhaitons donc un heureux et joyeux anniversaire. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. Excellente suite de programme. Au revoir.